Bonjour à tous. Je suis Edouard Viau, le Product Manager du Web Application Firewall, et je vais vous présenter le webinaire Comment sécuriser vos applications déployées dans le cloud. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans l'outil GoToWebinar, et à la fin, on aura accès à la liste des questions et on prendra un temps à la fin de la présentation pour y répondre. Alors, on a découpé ce webinaire en 3 parties. Donc, quels sont les principaux challenges pour héberger son application dans le cloud de manière sécurisée? Comment notre produit y répond avec le produit d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on prévoit en roadmap pour continuer ces efforts sur la sécurisation dans le cloud? Donc, les principaux challenges, déjà, en tant que société, nous, on interviewe beaucoup de sociétés sur ces thématiques. Donc les gens veulent construire et mettre à disposition de plus en plus d'applications. Avec un go-to-market de plus en plus court, on veut éviter les cycles longs, les cycles en V où on développe une application et où on la release un an plus tard, par exemple. Donc on veut avoir des feedbacks au plus tôt, adopter une démarche lean et faire de plus en plus d'applications pour servir nos utilisateurs. Et toute entreprise devient un petit peu éditeur d'applications. Le problème, c'est que donc notre croissance est portée par les applications, mais en même temps, il faut respecter certaines réglementations, donc certaines spécifiques à des verticaux d'entreprise et certaines que toutes les entreprises européennes auront. Pour autant, il faut rester compétitif. Chaque entreprise a sa concurrence et doit aller au plus vite, sans oublier son objectif business. Mais la sécurité, on l'a vu par le passé, si elle n'est pas prise en amont d'un projet, va devenir problématique et ça ne doit pas du tout être la dernière roue du carrosse, mais être pensé en même temps qu'on crée et qu'on architecture un projet, et par exemple dans le cloud. Une autre problématique, c'est que donc l'avenir des applications est fortement basé sur le web. De plus en plus de gens donc, utilisent des technologies web pour être compatibles avec tout le monde. Et même dans les cas finalement où on n'imagine pas utiliser du web, par exemple si je développe une application sur Android ou iOS, j'ai l'impression de créer une application avec un client lourd. Donc certaines de ces applications sont quand même basées sur des technologies web derrière. Mais surtout, via des API, je vais aller me connecter à des serveurs, à des backends. Si par exemple, je crée un jeu vidéo, à la fin de la partie, mon application va aller uploader le nouveau score du jeu vidéo à un serveur. Et toutes ces communications-là marchent finalement par de l'HTTP et ce sont une communication web qui n'est plus d'un humain à une machine, mais d'une machine à une machine. Il y a tout un monde d'API à sécuriser en dehors des applications entre guillemets visibles de l'utilisateur. Un autre point, donc, euh, je l'ai dit tout à l'heure, on veut de plus en plus adopter des marches lean, éviter ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire des applications avec un cycle en V où on va recéter à la fin et ce sont des équipes de production qui ne sont pas les mêmes que les équipes de développement qui vont mettre en ligne ces applications. On a vu que ça marchait difficilement et on avait les retours des utilisateurs bien trop tard par rapport au développement de celle-ci. Donc les entreprises retournent un petit peu leur modèle, passent à un modèle DevOps. Et donc l'idée, c'est de se dire l'opération, la mise en production, elle est trop importante pour les laisser seulement à une équipe qui ne connaît pas tout le produit pour la mettre en production. Les gens de la production doivent faire partie de cette équipe DevOps, pas forcément être développeur, mais être intégré à l'équipe et connaître parfaitement le produit pour savoir au mieux la mettre en production et au moindre souci être capable de réagir rapidement. Et le principe de l'intégration continue, c'est de se dire, quand je développe quelque chose, donc ça s'est popularisé avec le SaaS, quand je développe quelque chose, je ne vais pas attendre 4 semaines, je ne vais pas faire 6 mois de développement, 2 mois de recettes et qualifications et 2 mois de mise en production, mais je vais faire des tout petites itérations. Certaines sociétés itèrent en une journée, donc
on développe quelque chose, on le qualifie, on le met en production et on passe à autre chose. Donc, nos releases ont le moins de nouveaux spectres fonctionnels possibles. Pour autant, on est capable du coup d'aller beaucoup plus vite et d'avoir ce qu'on appelle cette feedback loop, donc le retour des utilisateurs au plus tôt. De DevOps, on est aussi passé à DevSecOps en se disant on ne va pas rajouter que l'opération dans les équipes de DevOps, on va aussi rajouter la sécurité. Tout comme la mise en production, la sécurité est trop importante pour qu'elle soit mise à part. Donc, on intègre des personnes en sécurité directement dans ces équipes, au lieu d'avoir une équipe transverse qui va venir en conseil de chaque équipe, mais qui ne va pas avoir une empreinte forte dans le développement. Donc, c'est pareil, le DevSecOps attend des fonctionnalités de sécurité que les développeurs vont pouvoir prendre en main, par exemple. Donc, ça demande, voilà, le persona n'est plus seulement une équipe de production, mais aussi une équipe de développement. Les déploiements maintenant sont multiples. Ce qu'on voit quand on parle à une entreprise, c'est qu'elle a beaucoup d'applications en legacy qui sont par exemple dans leur propre data center. Mais ces nouvelles applications vont parfois se déployer dans un cloud public, parfois dans un cloud privé, parfois dans des scénarios hybrides, donc avec un cloud public et un cloud privé à la fois. Et surtout, ce qui est important, c'est l'évolutivité, ce qu'on appelle la scalabilité. Donc, être capable de passer à l'échelle automatiquement. On n'est plus dans un modèle où on se dit, si mon application grossit, je vais devoir aller recommander des machines, les monter ou autre. Dans le cloud, on a envie que tout se fasse automatiquement et ça coûte peu cher en effort de servir 1 ou 1000 clients. Donc tout ça, ce sont des problématiques qui sont vraies pour les applications, mais qui sont vraies aussi pour toute la chaîne, c'est-à-dire la sécurité, par exemple le Web Application Firewall. Si l'application doit être automatiquement scalable, le WAF doit être aussi automatiquement scalable. Toute la chaîne doit avoir le même niveau de maturité. Donc dans les défis à relever, bon, il y en a un qui est bien connu, c'est la souveraineté. Il revient régulièrement. À la base, avec le Patriot Act, donc on se méfiait d'héberger nos données dans un data center américain. Et donc, les grands leaders comme Amazon, Microsoft avec Azure et Google avec GCP se sont mis à déployer en Europe pour passer au travers du Patriot Act. Certaines entreprises, à ce moment-là, se sont dit, bon, le problème de souveraineté est un peu dans notre dos, on peut y passer. Et le Cloud Act avait réouvert la question de la souveraineté. Donc, en fait, le Cloud Act, en 2 mots, c'est la possibilité, même si le data center est en Europe, si l'entreprise est par exemple Microsoft et que c'est une entreprise américaine, avec certains accords bilatéraux, on pourrait avoir accès aux données qui sont dans les data centers américains, mais par les États-Unis, par exemple. Donc, ça a rouvert un petit peu la page de la souveraineté. Le problème, c'est que des gens s'étaient déjà mis à développer chez les 3 leaders. Et donc, il n'y avait pas de bouton pour faire chemin arrière. Donc, on ne pouvait pas tout remettre dans ses propres data centers en propre, ce qui a réouvert la page de la souveraineté. Et on en parle beaucoup en ce moment parce que les entreprises se disent, bon, quelle application j'ai le droit de déployer sur AWS en termes de criticité et quelles applications j'ai le droit de déployer plutôt sur un cloud privé ou dans mon propre data center. Donc, c'est une des problématiques qui est un peu déjà un petit peu passée pour certaines entreprises. Il y a certaines entreprises qui acceptent de déployer leur application sur AWS, qui, du moment que les data centers sont Paris, utilisent AWS. Donc, pour certaines sociétés, cette question n'est plus une question. Pour d'autres, un petit peu plus critiques, ça reste un thème majeur. Donc, la souveraineté, c'est bien connu de tous. Une deuxième qui est importante, ça s'appelle donc en anglais le lock-in, donc le verrouillage fournisseur. L'idée, en fait, c'est de se dire que
le métier à la base d'AWS, d'Azure ou de GCP, c'est d'offrir de l'infrastructure. Donc, ils vendent des machines virtuelles, des serveurs. La deuxième étape, c'est de passer du IaaS au PaaS et d'être capable d'offrir des services au-dessus et de dire, voilà, je vous offre pas seulement de l'infrastructure, mais des serveurs managés, du Kubernetes par exemple managé, et vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour être en mesure de moins développer, entre guillemets, d'avoir moins de coûts d'opération et d'aller plus vite pour créer une application. Le problème de ça, donc c'est très bien, ce qu'il faut garder en tête, c'est que certains services qui sont donnés par ces leaders ont aussi un deuxième but, c'est de vous verrouiller chez ce fournisseur. Et si par exemple vous êtes verrouillé à AWS et que demain Azure devient moins cher, vous allez vous dire, OK, il faut migrer, mais finalement, j'ai créé tellement une empreinte et une adhérence à ce fournisseur que je vais finalement pas migrer puisque le coût de migration sera trop cher. Donc, bon, nous, on prend l'exemple du Web Application Firewall. Il y a un Web Application Firewall sur AWS, sur Azure. Quand vous allez utiliser leur Web Application Firewall, créer des faux positifs, créer vos politiques, investir dessus. Demain, vous ne pourrez pas rentrer dans un scénario soit de multi-cloud, soit de cloud hybride, avoir un bout dans un cloud privé, un bout dans un cloud public. Et surtout, si à un moment dans votre groupe, vous voulez déployer une application sur Azure et une autre sur AWS, vous allez devoir double investir dans ces technologies. Donc voilà, c'est pour ça que le verrouillage fournisseur est important à garder en tête et que nous, on se place comme un acteur agnostique à n'importe quel mode de déploiement que vous allez utiliser, n'importe quel des trois leaders, mais même en dehors du cloud, on-premise ou dans des clouds privés. Voilà. Et la troisième problématique, bon, si vous êtes dans ce webinaire, je pense que vous en êtes conscient, c'est la sécurité. Et qui est avec le concept de DevSecOps, on a enfin une chance de se dire la sécurité, elle est prise en amont du projet et puis une fois qu'on doit mettre le projet en production. Donc ici, je vous ai donné un exemple de cloud hybride. Donc l'idée, certaines sociétés, par exemple, un cloud privé peut être moins cher qu'un cloud public quand une machine virtuelle va marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, l'idée, c'est que sur un cloud public, vous payez le prix de la flexibilité, de pouvoir la lancer, l'éteindre à chaque moment. Par contre, quand vous laissez lancer une machine tout le temps, elle peut avoir un surcoût. Et encore, bon, ça dépend du cloud public et du cloud privé. Il y a des clouds privés qui seront même pour une machine lancée 24 heures sur 24, plus cher qu'un cloud public. Et donc, l'idée de certaines sociétés, c'est de se dire, moi, je veux la flexibilité du cloud public. Par contre, ça me coûte cher. J'ai moi-même créé mon cloud privé pour réduire mes coûts. Et donc, du coup, je vais utiliser le cloud hybride. Donc, avoir, par exemple, une infrastructure dans un cloud privé qui va pouvoir gérer 95% du temps tout mon trafic. Par contre, dès que je vais avoir besoin de scaler, je vais me servir du cloud public. Donc, ça peut être aussi une idée d'utilisation du cloud, donc c'est le cloud hybride. Et donc, ce que je rappelle au-dessous, c'est que dès qu'on veut rentrer dans un scénario de multi-cloud ou de cloud hybride, ça demande d'utiliser des technologies qui seront agnostiques à la plateforme. Ce qui change un petit peu pour nous, il y a un changement de paradigme, c'est que hier, entre guillemets, on s'attendait à ce que nos WAF, ici représentés par des security controls, soient managés par notre console de management. Donc, cette console de management soit capable d'y déployer des politiques, de remonter des logs, enfin, d'avoir l'ensemble de la chaîne, de faire du reporting. Maintenant, on s'attend aussi à ce qu'un orchestrateur puisse parler à nos Web Application Firewall pour être capable de savoir quand il faut scaler, quand il faut ramener une nouvelle machine, prévenir la console de management, ainsi de suite. Et cet orchestrateur, qui par exemple dans une plateforme cloud, peut être Terraform, dans AWS, va aussi faire scaler les applications.
Donc voilà, on n'est plus seulement géré par une console de management que nous, on maîtrise et que nous, on développe, mais on doit donner les bons indicateurs et être configurable par des entités externes qui, elles, vont avoir l'intelligence, entre guillemets, de l'infrastructure. Ce qui change aussi de notre côté, c'est que, donc, comme je le disais, historiquement, sur des métiers comme le WAF, on parlait aux équipes d'infrastructure, donc on continue à avoir des équipes de production finalement, qui ont des problématiques spécifiques. On leur donne des applications, ils doivent les protéger, et dans leur transformation numérique, ils sont en train de se diriger vers le cloud, donc ils ont besoin de solutions scalables, évolutives ou autres. On a les équipes DevOps et maintenant DevSecOps qui ont des problématiques spécifiques. Par exemple, un DevOps va nous dire, moi j'ai besoin d'une machine de pré-production et dès que j'écris quelque chose dans le code de mon application, dans mon CI/CD, donc quand je vais builder mon application, je vais vouloir être en mesure de tester avec le WAF s'il n'y a pas de nouveaux faux positifs, si tout fonctionne bien, si ça tient bien la charge, ainsi de suite. Donc, du coup, le DevOps doit s'assurer qu'avec toute la chaîne en production, ça sera en mesure de marcher. On a un nouveau persona aussi, enfin un nouveau récent, qui est les fournisseurs MSSP, donc qui eux vont gérer entre guillemets toute la chaîne pour l'utilisateur, donc héberger le Web Application Firewall, le faire monter en version, mais aussi gérer les faux positifs pour l'utilisateur. Et eux ont des problématiques spécifiques, typiquement le côté multi-tenant d'une application et pouvoir gérer à travers une console de management unique de multiples clients. Et un nouveau persona qui est les fournisseurs SaaS, où là, on doit intégrer pour eux plutôt une technologie qu'un produit. En fait, ces fournisseurs SaaS développent une application, donc en SaaS, et devant doivent mettre certaines technologies pour être en mesure de les sécuriser. Donc, notre produit aujourd'hui, donc, on est déployé dans les plateformes cloud. Vous êtes capable de nous utiliser en Bring Your Own License ou Pay As You Go. Le travail qu'on a entamé récemment, c'est d'améliorer le côté auto-scalable de notre modèle. Donc, pour ce faire, on a déjà fait des modèles d'intégration au cloud pour que ce soit plus facile de l'utiliser. Par exemple, des templates Terraform qui vont utiliser les auto-scaling groups ou autres pour que vous sachiez directement comment bien configurer les choses. Une amélioration de l'API pour être capable de dire, par exemple, à Terraform, bah, moi là, j'en suis à 90% de CPU ou j'en suis à tant de RAM. Donc ça, Terraform, c'est le faire, par exemple, directement sur AWS avec les perfs de ces machines. Mais on sait aussi intégrer des métriques un petit peu plus fines. Et on continue à travailler dessus pour ajuster la finesse de nos métriques. Typiquement, le nombre de connexions par seconde, où est-ce qu'on en est en bande passante, toutes ces choses-là. Analyse et surveillance des flux avancés, donc bon, c'est voilà, donner les bonnes métriques. Et l'orchestration par API, c'est être capable de faire tout ce que vous allez faire par une GUI, finalement, à travers l'API. Donc, du coup, un orchestrateur externe, c'est dire, voilà, je crée une nouvelle machine, je lui injecte telle politique de sécurité, je lui injecte telle configuration, je la fais communiquer avec la console de management. Ce qu'il faut, c'est que ça soit automatique et sans aucune action utilisateur. C'est pour ça qu'on a une API à côté pour faire ce que vous êtes capable de faire dans une GUI. Et des conseils en architecture et déploiement, typiquement un déploiement hybride, un déploiement sur AWS avec certaines machines en Bring Your Own License, d'autres en Pay As You Go, ainsi de suite. Donc, cette amélioration, donc on est déjà dans les marketplaces, sur AWS, il y a déjà plus de 2 ans, vous étiez capable d'utiliser nos WAF à travers leur marketplace. Donc là, l'idée, c'est vraiment l'amélioration de l'autoscaling. Donc on a fait en juillet pour AWS, qui vient en octobre là pour Azure, et qui va venir en janvier prochain pour Google Cloud Platform. Donc, disponibilité dans le cloud, je l'ai cité tout à l'heure. Donc, on a le mode Bring Your Own License. Donc, vous allez payer les frais d'infrastructure, par exemple à Amazon, et le coût de la licence perpétuelle WAF. Donc, vous nous achetez une licence et quand vous démarrez votre machine dans AWS, vous importez cette licence.
Donc là, vous êtes dans un modèle entre guillemets classique où vous allez acheter une licence perpétuelle et payer une maintenance chez nous chaque année. Et derrière, vous paierez que les coûts d'infrastructure WAF. Le deuxième, c'est le Pay as you go. Donc, vous payez toujours les frais d'infrastructure chez Amazon ou chez Microsoft ou chez Google. Et ensuite, vous payez un coût de licence à l'utilisation. Donc là, vous allez être pricé, par exemple, à l'heure. Et donc, si vous arrêtez une machine au bout d'une journée, bah, voilà, ça va s'arrêter. Donc là, c'est directement le cloud provider qui vous price l'ensemble de la prestation et qui nous redonne une partie des fees qui sont liés au coût d'utilisation de la licence. Le dernier point qui est le WAF as a service. Donc, on n'a pas fait notre focus ici, hein, mais c'est nous, on a un WAF en SaaS qui s'appelle Cloud Protector, où là, directement, vous allez rediriger votre trafic de votre DNS à nos infrastructures Cloud Protector, et qui derrière nous, on va scanner le trafic dans nos infrastructures, on va repasser directement ce trafic à vos back-ends directement. Et là, vous payez au nombre d'applications et à la bande passante utilisée. Donc, pour vous donner un exemple de l'autoscalabilité, donc vous avez des utilisateurs en haut, donc des groupes d'utilisateurs, des browsers, mais aussi des bots, tout à droite. Et un cloud public, par exemple, vous avez une machine, donc un WAF ou une application. Et nous, sur ce WAF, ce qu'on est capable de dire, c'est à un moment donné, si le CPU dépasse 75%, on prévient l'orchestrateur qui va faire venir automatiquement une deuxième machine. Cette deuxième machine arrive. Peut-être qu'au bout d'un moment, si vraiment, par exemple, on a un pic de trafic parce que vous protégez un site e-commerce et c'est le week-end des soldes, on peut dire, par exemple, sur une autre métrique, voilà, la RAM est en train de dépasser une certaine limite. Et donc, quand on atteint ces limites, on fait revenir une autre machine. Donc ça, c'est le scale-up, mais on sait automatiquement aussi oui, donc je disais, ça c'est le scale-up, mais on sait aussi gérer automatiquement le scale-down. C'est-à-dire que quand le pic de trafic, par exemple, est terminé, on va supprimer la troisième machine, puis la deuxième machine, et retourner à un état nominal, en fait. Et comme je vous l'ai montré là, donc on avait le Bring Your Own License et le Pay as you go. Vous êtes capable d'imaginer, par exemple, que cette première machine va être en licence perpétuelle, puisque vous savez qu'elle restera lancée 24 heures sur 24. Par contre, les nouvelles machines qui viennent, vous êtes capable de les imaginer en Pay as you go, puisque vous savez que vous allez vous en servir peut-être potentiellement qu'une seule heure. Donc, je passe à la partie roadmap. Donc, pour aller plus loin, ça c'était notre première étape. Cette première étape, en fait, c'est au niveau de la machine virtuelle. C'est-à-dire que quand une des machines virtuelles va devoir scaler, on va faire scaler toute la machine virtuelle. Dans cette machine virtuelle, il y a par exemple un noyau Linux, des configurations, des moteurs de sécurité, du reporting, etc. Et des fois, ce qui va nous demander de scaler, c'est par exemple un moteur de sécurité, puisque beaucoup de trafic rentre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir une nouvelle machine virtuelle pour pouvoir gérer ce nouveau trafic. Et c'est très bien, au niveau de maturité des clients et tout, c'est parfait. Ce qu'on voudrait, c'est avoir un deuxième niveau qui est plus fin. Donc, à base de microservices, être capable de ne pas avoir une machine virtuelle qui sera monolithique, mais d'être capable de différencier ces services. Donc là, j'ai mis que 3 exemples, reporting, la gestion du réseau et par exemple les moteurs de sécurité. Et quand les moteurs de sécurité prennent trop de performance, on est capable, avec des microservices, de faire scaler uniquement les moteurs de sécurité. Donc, on va être plus fin dans le scaling et atteindre encore des meilleures marges pour vous, puisque vous allez scaler plus finement et pouvoir scaler encore plus rapidement, plus facilement.
Donc ça, c'est la première étape, c'est d'aller vers des microservices. La deuxième étape, donc, c'est d'aller vers une architecture hybride. Donc, Rode Schwartz est en train de créer une plateforme de nouvelle génération qui est à droite sur ce schéma. Et à gauche, on a représenté les deux produits WAF de Rode Schwartz, donc Cloud Protector, qui est la version SaaS complète, et le Web Application Firewall, qu'on a mis on-premise ici, mais qui peut être déjà déployé, par exemple, dans AWS ou dans Azure. Et l'idée, c'est de faire notre propre transformation digitale et d'être capable de prendre certains de ces modules qui sont aujourd'hui à gauche et de les faire venir dans la nouvelle plateforme de Rode Schwartz. Donc, par exemple, commencer par la gestion des logs, ensuite le reporting, monitoring. Ce qui est en orange, c'est des nouvelles fonctionnalités, ça nous permet de faire de l'alerting. Et donc, l'idée, bon, pour Cloud Protector, c'est déjà en SaaS, donc ça serait complètement transparent, vous verrez toujours Cloud Protector. Par contre, vous pouvez imaginer un WAF on-premise qui va être déployé dans votre cloud ou qui va être déployé dans votre data center, mais qui va remonter les logs dans une plateforme de nouvelle génération que Rode Schwartz héberge elle-même. Et donc, l'idée, c'est de commencer par le reporting et monitoring, mais petit à petit, d'amener un petit peu toutes les briques de gestion dans cette nouvelle plateforme. Et donc, ce que ça nous permet, nous, c'est de updater, si par exemple, on veut updater l'API Security, on est capable de le faire en SaaS du jour au lendemain. Par contre, ce qui reste au plus proche de l'on-premise, c'est ce qui va prendre des performances qui pourraient créer de la latence si vous vouliez le mettre complètement dans la plateforme de nouvelle génération. Et donc, on se dit au plus proche des applications, on garde nos moteurs de sécurité et on déporte tout le reste. L'intérêt pour vous, c'est de trouver un compromis entre un mode full SaaS où vous redirigez tout votre trafic, qui vont très bien à beaucoup de clients et qui sont acceptés, un mode full on-premise qui va tout garder au plus proche de l'application, mais qui va vous demander de gérer toutes les montées en version, de monter en version tout le spectre fonctionnel d'une solution, et qui est parfois dur à gérer en termes d'opération. Et de là, de laisser le minimum proche de l'application et d'avoir tout chez nous où on peut updater du jour au lendemain avec nos DevOps sans que vous ayez à faire d'efforts. Et ensuite, ça nous permet aussi d'amener d'autres innovations rapidement sans avoir à demander à tous nos clients d'avoir un planning de déploiement pour pouvoir en prendre compte, d'avoir des retours, etc. Donc, par exemple, de vous proposer des services supplémentaires d'intelligence artificielle, des services designés spécialement pour les DevSecOps, par exemple, ou toute autre innovation. Donc, en fait, donc on continue à faire des innovations en termes de sécurité. Ici, ce qu'on vous présente, c'est plutôt une innovation sur les méthodes de déploiement. Donc, la première partie, c'est ce qu'on connaît déjà, le SaaS on-premise. Donc, on est déjà capable de déployer une application on-premise ou sur AWS. Avec Cloud Protector, on peut déjà utiliser du WAF SaaS. Donc, ça, c'est ce qui existe. Et ce qui s'ouvre, c'est la partie à droite, les déploiements hybrides. Donc, avoir toujours un bout proche de l'application on-premise, mais la plupart des modules qui soient complètement déportés dans une console SaaS. Et du coup, avec votre navigateur, que vous soyez capable de vous connecter à notre console, de créer vos politiques facilement et que ça soit automatiquement déployé vers vos WAF. Et donc, gros intérêt, une mise à jour vraiment facilitée. Vous n'avez que les moteurs de sécurité à mettre à jour. Une architecture microservice où vous ne vous occupez pas ou peu de scaler. Ça scale chez nous, chez Rode Schwartz, dans notre infrastructure. Mais vous restez quand même au plus proche de l'application pour les choses qui vont bloquer des flux. Ça, c'est le nouveau mode que Rode Schwartz est en train de construire. L'étape d'après, c'est les sidecars. Donc, par exemple, quand vous utilisez des conteneurs et que vous orchestrez toute cette infrastructure par Kubernetes, être capable de, surtout en termes de protection d'API, de ne pas seulement protéger les connexions nord-sud, mais d'être capable, entre deux conteneurs, les communications API par API, machine par machine, être capable de les filtrer et de protéger aussi ces applications. Donc, ça suit votre maturité de déploiement d'application. Et donc, comme on sait que vous allez
aussi passer en microservices. On veut créer des services spécialement pour sécuriser ces architectures. Et l'étape d'après, technologie in-app, c'est pour donner des outils directement en DevSecOps. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas toujours envie d'avoir un reverse proxy sur le flux. Typiquement, quand un DevOps se développe par exemple en serverless, c'est Amazon, par exemple, qui va avoir le contrôle des conteneurs, mais il devient complètement invisible pour vous. Et donc là, mettre à disposition des API que vous pouvez requêter à travers du code pour savoir si une entrée est malicieuse, un contexte est malicieux ou autre. Donc voilà, une fois de plus, ça suit la maturité. Déploiement en VM classique, on vous offre des déploiements hybrides parce que vous avez besoin de scalabilité. Ensuite, des conteneurs sidecar pour aller protéger les infrastructures en microservices avec Kubernetes. Et une technologie in-app qui va par exemple protéger directement votre code ou protéger vos déploiements serverless. Et tout ça, donc, ça nous ouvre aussi la porte à de nouveaux services. À chaque fois qu'on remet quelque chose dans cette plateforme de nouvelle génération, on est capable d'ajouter facilement et d'updater facilement de nouvelles fonctionnalités comme de l'alerting, de l'intelligence artificielle et surtout d'avoir un gros focus sur les API. Donc la protection d'API devient de plus en plus importante et aux mains des DevSecOps, ils doivent avoir les bons outils pour être capables de les protéger. Alors, la conclusion, donc, pour rappel, aujourd'hui, on améliore l'autoscalabilité. On construit, donc Rohde & Schwarz est en train de construire une offre hybride avec différents modes de déploiement et on explore les besoins des DevSecOps. C'est-à-dire que, au lieu de parler qu'à nos interlocuteurs habituels, on parle de plus en plus à des personnes qui sont dans ces équipes DevSecOps pour explorer leurs besoins spécifiques et leur donner. On a déjà des outils. Par exemple, vous êtes capable d'utiliser des fichiers Swagger pour qu'on puisse savoir ce qu'attend une API et de bloquer tous les autres flux. Mais au-dessus de ces idées, on construit des outils pour être en mesure de plus en plus de donner aux mains des DevSecOps les bons outils pour sécuriser leur application. Donc, on a actuellement une démarche d'interview des clients sur leurs problématiques liées au cloud, liées à la scalabilité, liées au mouvement de DevOps et DevSecOps. Donc, on crée des interviews et cette nouvelle plateforme de Rohde & Schwarz, vous êtes en mesure de l'influencer, de nous donner vos inputs pour qu'elle colle au mieux aux besoins du client et nous réduire nos feedbacks, valider nos hypothèses. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas, si vous voulez faire partie de ce club utilisateur, à m'envoyer un email pour y être inscrit. On prendra contact avec vous pour organiser ces interviews. Et donc, c'est la fin de ma présentation et on va passer aux questions. Alors, j'ai une première question. Quel serait votre modèle de vente pour avoir, par exemple, les logs déportés dans votre cloud et tout le reste on-premise? Donc, alors, c'était ma première étape dans mon schéma où on vient mettre les logs directement dans la plateforme de Rohde & Schwarz. Et donc, l'idée ici, c'est d'avoir, en termes de pricing, un pack de base que vous allez payer sous forme de souscription ou de paiement à l'utilisation, et d'avoir un quota en gigabits, enfin en gigaoctets, pardon, et être capable derrière d'acheter de nouveaux quotas. Donc, pareil, toujours dans une logique pay as you go. Et cette plateforme de nouvelle génération, à terme, ce qu'on imagine, quand il y aura plus de fonctionnalités, c'est que vous soyez capable de dire, voilà, pour cette application, j'ai besoin de tel module. Et à la fin, il y a tout un système de facturation qui est capable de vous dire, voilà, tout ce que vous avez consommé, un peu comme sur AWS, et voilà votre facture associée. Pour les gens qui veulent quand même garder un modèle
qui ne seraient pas pay as you go, mais qui veulent plus avoir un prix prédictible, on sera capable de faire un système d'avoir où vous nous dites, par exemple, j'ai besoin de log management sur telle volumétrie pendant un an, et vous achetez d'avance des crédits qui vont être décomptés au fur et à mesure où vous les utilisez sur la plateforme. Deuxième question, oui, avez-vous d'autres éléments en roadmap? Alors là, en fait, on a fait un focus sur la partie cloud. Bien sûr, on a d'autres éléments. Donc, on a, par exemple, là, j'ai parlé de cloud integration et des grands thèmes, mais on a, par exemple, bot mitigation qui est venu en version bêta dans la dernière version et qui, en octobre, va venir en version release. Et donc, l'idée de bot mitigation, donc, c'est d'être capable de bloquer les mauvais bots et d'être capable de faire la différence entre un bon bot et un mauvais bot. Un bon bot, par exemple, c'est un bot qui va être utilisé pour votre référencement, le crawler de Google, par exemple. Et un mauvais bot, c'est quelqu'un qui va essayer de lire vos prix ou d'utiliser un code d'exploitation. Donc, nous, notre métier ici, c'est de faire la différence, par exemple, entre un navigateur qui a un humain derrière et un script qui va essayer d'exploiter une vulnérabilité sur votre site. Donc voilà, bot mitigation, c'est un exemple. Là, on va faire un connecteur pour les Redis Dataster dans les prochaines versions. Et donc, on a tout un ensemble de demandes d'amélioration de nos clients et on en sélectionne à chaque fois quelques-unes. Et sur chaque release, on développe ce nouveau fonctionnel ou ces améliorations. Avez-vous des clients qui utilisent multi-cloud? Donc oui, on a des clients, par exemple, on a des groupes qui ne choisissent pas forcément le déploiement des applications. C'est-à-dire que l'équipe DevOps ou l'équipe de production va pas dire maintenant tous les développements se passent sur AWS, mais dans un groupe qui est, par exemple, un ensemble de 5 sociétés connues du grand public. Certaines vont utiliser AWS parce que ça va être mieux, par exemple, sur l'intelligence artificielle. Certaines vont utiliser Azure puisqu'il y a des services par-dessus. Et donc, ces grands groupes prennent une technologie WAF, donc, qui est agnostique et qui est en mesure de protéger chacun de ces clouds de la même façon. Et donc, c'est sans peine, quel que soit le choix des filiales sur le déploiement, c'est sans peine pour les équipes de sécurité. C'est coupé? Donc, on avait une autre question qui était faudra-t-il envisager comment dire, un update entre le WAF et le WAF de nouvelle génération qu'on voit sur ces slides-là. Donc, en fait, il va y avoir une update, mais on va le baser sur la version 6.5 actuelle. C'est-à-dire que vous allez faire une mise à jour qui est considérée comme mineure. Vous n'allez pas passer vers une nouvelle version LTS et ça va se faire petit à petit. Donc, au lieu d'arriver avec une nouvelle LTS qui rend à la fin tout ça possible, vous allez faire une petite update qui sera mineure, qui va juste permettre de se connecter à la plateforme de nouvelle génération. Et là, vous pourrez avoir vos logs directement dans la nouvelle plateforme de Rohde & Schwarz. Donc, on ne parle pas d'ici d'update majeur, mais d'updates mineurs comme nos updates de correction de bugs, par exemple. Ok, donc je vous remercie pour votre attention. Et donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer directement à Rohde & Schwarz par vos canaux de communication habituels. Et donc, si vous souhaitez nous contacter pour faire partie des interviews de Product Management, n'hésitez pas à m'envoyer un email
et on prendra contact avec vous. Merci à tous et bonne journée.